Donc je vais vous parler de Tolkien, Tolkien et la philosophie, mais comme il convient que quand on parle, on s'adapte un peu aux dispositions de du public, je vais d'abord juste quelques petites questions sur votre connaissance de Tolkien pour savoir à peu près à quel niveau je le situer. Alors j'aimerais que déjà lèvent la main tous ceux qui ont lu le roman Seigneur des Anneaux. Lu autre chose de Tolkien que Seigneur des Anneaux, genre Hobbit, Silmarillion. Et maintenant les hardcore, quels sont même ceux qui ont lu les lettres de Tolkien. Parfait. Très bien. Parfait. Donc, parce que oui, hein, il y a, d'ailleurs je les ai amenées, elles sont là, hein, il y a, si ça vous intéresse, un recueil de lettres de correspondance de Tolkien qui sont très intéressantes pour en apprendre un peu plus sur lui. Ceci étant fait, je vais maintenant vous faire part d'une petite appréhension que j'ai eue tout au long du moment où j'ai préparé, à partir du moment où j'ai préparé cette conférence, parce que je me suis dit, j'ai un peu peur, peut-être que vous allez me démentir, mais j'ai un peu peur qu'en voyant le sujet, beaucoup de gens ont décidé de venir à cette conférence en se disant, eh ben, on va avoir droit à une espèce un peu d'analyse chirurgicale de différents thèmes, différentes idées philosophiques qu'on peut trouver chez Tolkien, qui est d'expliquer par exemple, je sais pas, par exemple ce que peut représenter l'anneau, ce que peut représenter Sauron, ce que peut représenter Frodon et tout ça. Donc voilà, de faire un peu ce décortiquage, de dire voilà, la liberté, ainsi, tout ça. Or, c'est pas ce que je vais faire. Et d'une certaine façon, je vais essayer, un de mes buts dans cette conférence, c'est de vous expliquer que il faut pas le faire en fait. En tout cas, il faut pas le faire comme ça en se disant bon, on va essayer d'analyser ce que chaque chose veut dire, quel est le double discours qu'il y a derrière chaque parole de Tolkien. C'est justement quelque chose qu'il faut de manière générale déjà je pense ne pas faire, mais avec Tolkien en particulier parce qu'il s'est lui-même battu contre ce type d'interprétation de son œuvre, contre cette façon de lire son œuvre. Quelle que soit la direction où ça allait d'ailleurs. Et on va aborder ça un peu après. Donc si j'ai intitulé cette conférence Tolkien et la philosophie, ça ne veut absolument pas dire que je considère en fait en tant que tel Tolkien comme un philosophe au sens canonique du terme. Je n'ai pas appelé cette conférence la philosophie de Tolkien. Non, tout ce que je veux dire par là, c'est que je pense que il y a quelque chose, il y a des choses que Tolkien écrit sur lesquelles un philosophe peut réfléchir, en fait, parce que Tolkien donne des choses à réfléchir aux gens, que chacun ensuite peut recevoir, sur lesquelles il peut réfléchir de différentes façons. La philosophie fait partie de ces façons sur lesquelles on peut s'interroger, on peut essayer de réfléchir sur ce que Tolkien nous donne à penser. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Mais du coup, ne sortez pas à ce moment pas de là en pensant que je vous ai parlé de la philosophie de Tolkien. Au sens canonitaire, il ne faut pas mettre Tolkien sur le même plan qu'un Aristote, qu'un Platon, qu'un Descartes, que les grands auteurs philosophiques. C'est pas comme ça qu'il faut le lire. Alors, pour expliciter cette relation que je vois un peu entre comment est-ce que je conçois du coup cette... il faut que j'avance un petit peu. Est-ce que là, oui effectivement, il y a encore beaucoup plus de gens que je pensais. Est-ce que vous m'entendez? Pas du tout là? Mais là je suis en train de crier là. Il faut que tu cries. Ouais mais là ça va commencer à être compliqué, il faut que je parle comme ça tout le temps. Là c'est pas mal là. Ok. Non mais plus personne ne m'entend un mois après, parce que là je vais être à fun pendant déraisonnable. Bon. Alors, ceux qui ont eu la chance, donc c'était il y a à peu près un mois je crois, que c'est ma camarade Axel Pinotto qui a fait une conférence sur l'autorité. Vous avez peut-être retenu de cette conférence qu'il y a une distinction entre ce qu'on peut appeler un professeur et un maître. Un professeur, c'est quelqu'un qui va vous donner un ensemble de connaissances que vous allez travailler, que vous allez devoir apprendre, c'est un peu le principe du bachotage, et qui vous demande d'apprendre et de restituer. Un maître, et c'est pas du tout quelque chose, je suis pas du tout en train de le critiquer, ça, c'est très bien qu'il y ait des professeurs, mais un maître, qui peut aussi être un professeur, mais il y a quelque chose de plus, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas d'abord vous donner un ensemble de connaissances brutes à avaler comme ça, c'est quelqu'un qui va essayer de vous donner une méthode. Je ne sais pas si vous connaissez l'adage, donnez un poisson à quelqu'un qui a faim, il mangera un jour, apprenez-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est un peu le rapport entre en caricaturant un petit peu, et c'est un peu le rapport qu'il y a entre le professeur et le maître. Et donc le maître, il va d'abord vous apprendre à avoir une certaine... il va vous apprendre à regarder. Il va vous apprendre, apprendre un peu à comment recevoir de cet environnement, cette chose autour de vous qu'on appelle le monde, qu'on appelle la nature, qu'on appelle des gens, et comment interagir avec eux. Donc un maître ne va pas forcément vous donner un contenu
précis en vous disant la nature c'est ça, l'homme c'est ça et tout ça. Non, il va vous donner comment est-ce que vous devez d'abord les recevoir. Alors si en plus la guitare me fait de la concurrence, ça va pas le faire. Et donc pour ma part, je livre une expérience très personnelle. Il y a quelques noms, très peu, genre à peu près 5-6 auteurs que je considère comme étant pour moi des maîtres, des gens qui m'ont appris quelque chose, qui m'ont appris cette façon comment regarder les choses, et je compte Tolkien parmi ces auteurs-là. Et c'est ce que c'est ce que je vais essayer c'est ce dont je vais essayer de vous parler ce soir. C'est-à-dire, qu'est-ce que Tolkien peut nous apprendre sur la façon qu'on a de recevoir ce monde. Alors, donc, ce qui veut dire qu'en tant que tel, je ne vais pas vous parler de ce que Tolkien a écrit. D'ailleurs, vous allez voir que je vais faire très peu de références à concrètement ce qui se passe dans le Hobbit, ce qui se passe dans Seigneur des Anneaux. Je vais en parler un petit peu très rapidement, mais ça ne va pas du tout être le centre. Je vais au contraire plus m'appuyer sur d'autres thèses de Tolkien qui ne sont pas des romans, qui ne sont pas des œuvres de fiction, mais qui sont plus des essais où lui-même a essayé d'expliquer ce qu'il faisait. Donc, voilà ce que je vous propose. Si après, c'est pas exclu, vous avez quand même encore des questions, vous êtes venu avec des questions très précises en tête sur oui mais moi j'aurais bien aimé comprendre quand même si dans Seigneur des Anneaux si tel truc peut être compris comme étant ça et tout ça, à la limite on pourra le faire, mais dans ce cas-là, vaut mieux le garder pour la partie question, si vous voulez. Et même, la partie question, discussion entre nous, parce que à ce niveau-là, vous allez voir que moi j'ai de fait certaines façons de comprendre certaines choses qui se passent dans ce que Tolkien a écrit, mais on peut aussi les comprendre différemment. Donc à ce niveau-là, je ne revendique aucune autorité. Donc en fait voilà, il va y avoir ces deux étapes, il y aura la partie conférence en tant que telle, et ensuite la partie question, discussion, qu'on pourra avoir ensemble ou entre vous, tout ça. Et autour donc du coup de la partie, et donc à propos du premier point, la partie conférence en tant que telle, je vais faire deux choses. Alors c'est assez simple, je ne me suis pas foulé pour le plan, là pour le coup. Je vais essayer de vous parler d'abord ce que Tolkien nous dit sur l'art en général, sur le fait sur l'art en général, surtout sur notre rapport au texte, au général, n'importe quel type de texte, comment est-ce qu'il faut lire en fait tout simplement, ou même regarder une œuvre. Et, et ensuite dans un deuxième temps, je vais essayer de vous parler du conte de fées, parce que Tolkien c'est surtout beaucoup centralisé, c'est beaucoup intéressé, et il se définit d'abord comme ça, quelqu'un qui a écrit des contes de fées. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conte de fées chez Tolkien? Des fois ça fait un peu sourire les gens qu'on leur dit mais en fait Seigneur des Anneaux c'est un conte de fées, il va falloir expliquer ce que c'est. Et surtout aussi pourquoi est-ce qu'on écrit des contes de fées. Parce que tu vas dire c'est pas juste comme ça pour faire du Walt Disney, quoi. Non, il y a quelque chose Donc voilà, voici ce que je vous propose de faire ce soir. Alors, pour ceux qui connaissent vraiment très peu le personnage de Tolkien, je vais juste commencer par faire 2 ou 3 brefs rappels biographiques pour que vous puissiez le situer à peu près. Donc Tolkien naît en 1892 en Afrique du Sud, parce qu'il est issu d'une famille anglaise dont le père est venu en Afrique du Sud pour affaires, d'une famille dont les 2 branches ont tradition anglicane. En 1906, en 1896, pardon, j'ai sauté une ligne. En 1896, alors que lui et son petit frère et sa maman sont en vacances en Angleterre, son père décède en Afrique du Sud. Et lui et sa famille ne reviendront jamais en Afrique du Sud. Sa maman va s'installer du coup dans la banlieue de Birmingham. Malheureusement, en 1904, il perd cette fois sa maman, qui meurt des suites d'un diabète, et qui entre-temps s'était converti était passé de l'anglicanisme au catholicisme, ce qui va entraîner des frictions avec la famille, et ce qui va beaucoup marquer Tolkien. Et lui et son petit frère vont ensuite être éduqués par un prêtre catholique, le père Morgan, qui est un disciple, pour ceux qui connaissent, du cardinal Newman, en Angleterre, qui est un homme d'église, philosophe, théologien très influent, qui lui aussi s'est converti de l'anglicanisme pour le catholicisme. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'il va être éduqué. En 1913, Tolkien se marie avec une jeune fille qu'il avait rencontrée qui est également une orpheline, en fait une fille illégitime. En 1916, ça c'est assez important, Tolkien est engagé et va se battre à la bataille, notamment à la bataille de la Somme. Ce qui va, là encore, ce qui est assez important, ce qui va énormément le marquer, parce qu'il va perdre certains amis sur le front, et lui-même va être blessé et rapatrié.
Ensuite, commence avec lui et son épouse un peu les petits boulots de l'étudiant entre-temps. Donc, j'ai pas dit, mais entre-temps, avant de partir à la guerre, il a fait des études en philologie, donc l'étude des langues et des dialectes. Donc, il a eu son diplôme. Jusqu'en 1925, il cherche un peu comme ça, différents postes, un peu à droite à gauche. En 1925, il est nommé professeur d'anglo-saxon à Oxford. Et il y restera jusqu'à sa retraite. 1959. En 1971, sa femme décède, et lui la suit 2 ans plus tard, en 1973. Donc voilà. Concernant aussi, pour vous situer par rapport à ses publications, les principales, celles que vous avez entendu parler, Le Hobbit est un petit conte qui est publié en 1937. Le Seigneur des Anneaux, qui à la base était juste censé être une petite suite au Hobbit, va en fait être publié entre 1954 et 1955. Alors qu'il va aller travailler sur 15 ans, même plus 20 ans. Je situe aussi 2 ou 3 autres, surtout 2 autres textes dont je vais beaucoup utiliser dans la conférence. 1 an avant le Hobbit, en 1936, il tient une conférence devant un certain nombre d'érudits, de philologues, d'éditeurs, sur la question de la critique littéraire. Notamment par rapport à un texte en particulier que vous connaissez peut-être, qui est un texte qui a été écrit au VIe siècle à peu près, je crois, si je ne fais pas d'erreur, qui est Beowulf, qui est un texte que Tolkien a beaucoup travaillé. Et à l'occasion de ce texte, Tolkien va faire une conférence dans laquelle il va parler de la critique, de la façon de lire des textes. Et en 1947, là il va écrire un traité, là pour le coup, un peu plus long, qui fait une centaine de pages, sur le conte de fées. Un traité d'études très sérieux sur le conte de fées. Et entre-temps, par ailleurs, Tolkien va aussi ensuite publier des poèmes, d'autres petits contes, certains qui sont liés au Seigneur des Anneaux, certains qui ne le sont pas du tout. Et ensuite, et après sa mort, son fils Christopher Tolkien, et continue encore aujourd'hui d'ailleurs, va publier un certain nombre d'œuvres, notamment, pour ceux qui connaissent, le Silmarillion, qui a été publié après la mort, qui est un livre sur lequel Tolkien a travaillé toute sa vie, parce que voilà, quelque chose qui est assez important avec Tolkien, c'est qu'il n'a pas écrit d'abord pour être publié. C'est ça qui est important, c'est que tout l'univers de Tolkien, tout ce qu'il y a dans le Silmarillion, tout ce qu'on devine dans le Hobbit, tout ce qu'on devine dans le Seigneur des Anneaux, ça fait partie d'un ensemble sur lequel Tolkien a travaillé toute sa vie. On a des fois des petites brides de lettres qui datent d'avant 1913. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir fini ses études, il avait déjà commencé à travailler dessus. Mais c'est quelque chose qui vient vraiment, pour le coup, vraiment à l'intérieur de lui, qu'il a nourri toute sa vie, et dont il n'a lui-même publié qu'une toute petite partie. Et son fils Christopher continue encore aujourd'hui, donc plus de 40 ans après sa mort, continue à essayer de publier, un peu à mettre en ordre tous les brouillons de son père, essayer de les publier, les rendre accessibles au public. Ce qui est parfois pas évident. Donc voilà pour ce qui est le côté, voilà, maintenant vous avez à peu près réussi à situer Tolkien, à situer ses œuvres. Maintenant il ne s'agit pas pour moi de faire une conférence d'histoire, ni une conférence de littérature, mais bien une conférence quand même de philosophie sur Tolkien. Et pour commencer ma réflexion, il y a un truc qui est assez intéressant à noter avec ce personnage, c'est qu'il va déjà de son vivant susciter beaucoup d'enthousiasme de la part de milieux très différents. Je vais en citer 2 particulièrement. Tolkien, de son vivant, va avoir notamment un très grand succès dans les milieux universitaires, dans les campus, et tout ce qui traîne, tout ce qui est lié à ça, et notamment tout ce qui est un peu... j'essaye, mais... dans tout ce qu'il y a, donc, là encore faut pas réduire à ça, mais ça en faisait beaucoup partie, tout ce qui est les milieux un peu New Age, ceux qui connaissent, tous les milieux un peu, tout ce qui est un peu le milieu de la contre-culture des années 60, qui va aboutir un peu après à la pop culture. Pour ceux qui savent d'ailleurs, une anecdote, la pop culture, on situe sa naissance à peu près en 1977 avec la sortie du premier Star Wars, et George Lucas cite Tolkien comme une de ses principales références. Donc il y a un lien très fort entre les deux. Donc à ce niveau-là, un niveau étudiant assez... Je veux dire, bon là, encore une fois, il ne faut pas trop caricaturer, mais voilà, un côté un peu rebelle, un peu contre-culture, un peu de revendication. Et d'un autre côté, il va aussi être très apprécié des milieux catholiques, notamment chrétiens en général et catholiques aussi en particulier. Ce qui d'une certaine façon peut sembler cohérent, parce que Tolkien lui-même est toujours resté jusqu'à sa mort quelqu'un de catholique fervent sur la question, et même, je dirais,
on pourrait mettre dans un cas plutôt du côté conservateur, c'est plutôt quelqu'un qui était du genre messe en latin, toujours avec j'ai envie de dire la bonne vieille morale catholique, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, vous voyez c'est assez marrant d'ailleurs qu'il y ait eu un tel succès sur notamment les milieux New Age qui sont un peu à l'opposé par rapport à ça. Et donc, ce qui est encore plus intéressant à niveau de Tolkien sur ce sujet-là, c'est qu'il va critiquer les deux milieux. Il va pas lui-même, il va critiquer d'un côté les étudiants américains de la façon dont il est son œuvre, mais il va aussi le faire pour les catholiques. On aurait pu peut-être penser que il aurait pu se positionner pour les catholiques. Il va pas le faire. Ou alors quand il va le faire, ça va être toujours très ambigu. Mais il y a plein de moments où il a eu des occasions en or de se poser un peu comme auteur catholique, comme auteur de la bonne vieille caste catholique anglaise. Il ne l'a jamais fait. Il l'a toujours refusé et il a même critiqué à certains de ses amis de l'avoir fait. Notamment C.S. Lewis qui a écrit Narnia. Avec qui ils étaient très amis, mais ils avaient des divergences. Donc, moi c'est ça qui est une sorte de point de départ, parce que comment est-ce qu'un gars peut avoir autant de répercussions dans des milieux opposés et en lui-même ne se situer sur aucune? Et en fait, ce qui est assez marrant quand on lit Tolkien, c'est que, surtout, par exemple, ça apparaît beaucoup dans ses lettres, parce que dans ses lettres, il y a des moments où il s'énerve un peu contre ça, où il s'énerve, notamment, il y a un moment, c'est drôle à lire, où il raconte qu'un groupe de fans américains lui a demandé une conférence, et il savait très bien ce qu'ils attendaient, il leur a pondu un truc de philologie le plus universitaire possible. Et du coup, ils étaient un peu mitigés, ils savaient très bien que ça allait avoir cet effet-là, mais lui, ça l'a fait marrer. Mais à un certain moment, il va aussi avoir des lettres de catholiques fervents qui vont lui dire, alors en fait, quand vous parlez de Tom Bombadil, en fait Tom Bombadil ça représente Dieu et tout ça, il va dire, stop, arrêtez, c'est pas un traité de théologie ce que je fais. Donc à chaque fois, il va les renvoyer un peu dos à dos, ce qui va un peu leur reprocher la même chose. Il va leur dire, mais vous lisez toujours ce que j'écris en ayant a priori une grille de lecture particulière, que ce soit le côté, on va dire, le côté un peu hippie, que ce soit le côté catho. Or, lui il dit, mais non, il faut pas, lisez-moi simplement, sans avoir d'a priori, et sans tout de suite essayer de voir dans mon texte qui peut se rattacher à telle thèse ou à telle autre. Et c'est assez amusant parce que ça, bon, c'est quelque chose qui, Tolkien va dire ça au moment où le Seigneur des Anneaux va vraiment avoir du succès, c'est-à-dire dans les années 60-70, donc le moment où il est à la retraite. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il est en train de critiquer sur ce qu'on est en train de lui faire, c'est des choses qu'il avait déjà critiquées sur ce qu'on faisait avec d'autres textes. Notamment, j'en ai parlé dans l'introduction, le fameux poème de Beowulf, qui est du coup un texte très ancien. Et donc je disais, en 1936, Tolkien, qui a beaucoup travaillé ce texte, fait une conférence sur la question de la critique. Alors là, pour le coup, il s'adresse plus à des universitaires. Et dans cette conférence, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on ne s'y attendrait pas dans une conférence très imposée d'un professeur d'Oxford, tout ça, il va leur raconter un conte. Un petit conte très court, je vais vous le lire en entier, là ça me prend moins d'une page, mais je vais vous le lire et je vais essayer de l'analyser avec vous, parce qu'en fait, d'une certaine façon, tout est là. Tout est dans ce petit conte. Alors, un homme habitait dans un champ dans lequel se trouvait un tas de vieilles pierres, les restes d'un ancien château. De ces pierres, certaines avaient déjà été employées pour la construction de la maison dans laquelle il vivait, située non loin de l'ancienne demeure de ses pères, et dans laquelle il vivait. De ce qui restait, il prit de quoi construire une tour. Mais ses amis, en arrivant, virent tous tout de suite, et sans prendre le temps de monter les marches, que ces pierres avaient auparavant appartenu à une bâtisse plus ancienne. Ils renversèrent donc la tour, à grand-peine, afin d'y chercher des inscriptions et des sculptures cachées, ou pour découvrir de quel endroit les lointains ancêtres de cet homme avaient tiré leurs matériaux de construction. Certains soupçonnèrent la présence sous le sol d'un dépôt de charbon, et se mirent à creuser à sa recherche, oubliant même les pierres. Tous dirent, cette tour est du plus grand intérêt. Mais ils dirent encore, après avoir renversé la tour, dans quel état elle est. Et même les propres descendants de l'homme, dont on aurait pu attendre qu'ils eussent réfléchi à ses intentions, furent pris à murmurer, c'était un si drôle de type,
Pensez qu'il a utilisé ces vieilles pierres seulement pour construire une tour totalement dénuée de sens. Pourquoi n'a-t-il pas restauré l'ancienne demeure? Il n'avait aucun sens des proportions. Mais, du sommet de cette tour, l'homme avait pu contempler la mer. Fin du conte. Alors, que veut dire ce texte? Alors, ce qu'on comprend tout de suite, assez évident, en plus quand on voit le contexte dans lequel Tolkien dit, c'est évident qu'ici il est en train de parler de notre rapport au texte. La tour est une image pour parler du texte. Et ce qu'il critique, c'est cette tendance qu'on peut avoir tout de suite, en abordant un texte, de vouloir gratter dessous, tout de suite, pour essayer de savoir ce qu'il y a dessous, pour essayer de savoir quel message on est en train d'essayer de nous faire passer. Alors, ici, Tolkien parle des érudits. Donc, ce qui vise premièrement dans cette conférence, c'est surtout les grands historiens, les grands connaisseurs, les grands littéraires, que quand on lit un texte, on dit ah oui, alors là très clairement, on voit une influence du milieu romantique, du milieu de machin, des trucs. Ils vont essayer de voir dans le texte tout ce qu'il y a avant. Essayer de resituer chaque phrase par rapport à telle influence, ça c'est peut-être un lien avec tel auteur, ça c'est un tel machin, et ça il y a tel contexte qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'il dit ça à tel moment, et ils vont aussi essayer de l'expliquer par rapport à ce qui se passe après. Et donc on voit que ce texte va avoir une très grosse influence sur tel machin, tel truc, tel gars d'ailleurs le cite explicitement dans son ouvrage publié en je ne sais combien, page machin, avec une petite note de bas de page, dont la traduction d'ailleurs un peu approximative, si vous me passez l'expression. Et au final, on est en train de dire, bon, on voit ce qui se passe avant, on voit ce qui se passe après, et le texte. Je sais pas, vous avez oublié un truc. Et donc voilà, ils oublient de regarder, d'étudier ce dont ils sont censés parler à la base. Alors, ça c'est intéressant parce que cette façon du coup d'aborder un texte tout de suite par une accumulation brute d'érudition, sans prendre la peine juste de regarder ce que vous avez en face des yeux, il y a un écho, et là je vais faire un de mes rares références à ce qui se passe notamment dans le Seigneur des Anneaux, ça fait un écho à un autre passage, qui est du coup dans la communauté de l'anneau, quand vous avez la compagnie de l'anneau, qui arrive, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la compagnie des Neufs qui accompagne Frodon, dont le but est d'amener l'anneau jusqu'à le mont du destin pour le détruire, et ils vont arriver devant les mines de la Moria. Mines de la Moria, la particularité c'est que la porte est cachée, donc déjà Gandalf ils arrivent à la retrouver, et devant cette porte, vous avez une inscription qui dit « Parlez amis et entrez ». Et... Merci. Spoiler. Tout de suite, vous avez Gandalf qui va dire « Bon, bah, c'est très clair, il faut donner le mot de passe, et il faut y aller ». Vous avez d'ailleurs au début Pipin qui arrive en disant « Qu'est-ce qui est écrit ?» Et Gandalf, un peu bougon, comme d'habitude, lui dit « Enfin, c'est quand même pas compliqué, c'est juste là pour dire qu'il faut donner le mot de passe, donc il faut trouver le mot de passe. » Et donc Gandalf va passer des heures devant la porte à essayer différents types de formules, dans tel dialecte, dans tel autre, dans tel machin, il va puiser dans tout son savoir, et la porte va rester complètement fermée, jusqu'au moment où Frodon, tout bête, dit à Gandalf « En fait, c'est quoi le mot elfique pour ami ?» Là, Gandalf répond voilà, merci. Mellon, et la porte s'ouvre. Et à ce moment-là, Gandalf se fait une petite autocritique, assez amusante. Je vous lis juste ce qu'il dit. « J'avais tort, après tout, et Gimli aussi, dit Gandalf. Merry, qui l'eût cru, était sur la bonne piste. Le mot d'ouverture était inscrit depuis le début sur l'arc. La traduction aurait dû être dite ami et entrée. Il m'a suffi de prononcer le mot elfique pour ami, et les portes se sont ouvertes. C'est tout simple, trop simple pour un maître du savoir en ces temps de méfiance. C'était alors des jours plus heureux. Et maintenant, allons. » Donc là, bon, Tolkien s'est un peu moqué gentiment de son passage de Gandalf, parce que Gandalf est le terme anglais c'est un wizard, qu'on traduit aujourd'hui par sorcier, mais Tolkien explique que voilà, c'est plus à prendre ce mot wizard, et plus à prendre sur la sarène anglaise wise, qui veut dire sage. Donc Gandalf n'est pas un sorcier, Gandalf est un sage. Et justement, là, Tolkien s'amuse un peu avec la sagesse de Gandalf, où il l'a fait aller justement un peu trop loin. Il le met dans la situation des érudits qu'il a décrit dans le conte, en parlant des Beowulf, en disant... Pardon, excusez-moi, je viens d'avoir une distraction, tout de suite. Voilà. Mais au moins Gandalf, après, fait son pauvre mea culpa, Gandalf comprend un peu ce qui s'est passé, et il revient dessus. Et comprenez bien que c'est pas en soi... Le problème, c'est pas que Gandalf soit un érudit. Encore une fois, il ne faut pas non plus faire de Tolkien quelqu'un qui va critiquer l'érudition. Je vous rappelle qu'il est professeur à la Sorbonne. Donc l'érudition...
Mon Dieu, ça y est. Ah mais c'est à force de crier. Je commence déjà à perdre mon truc et j'en suis qu'à la 3e page, je suis foutu. Donc le problème de c'est pas qu'il soit un érudit, le problème c'est la façon dont il a utilisé son érudition et qu'il l'a fait passer avant ce qui était devant ses yeux, au lieu de s'en servir ensuite comme d'un outil. Alors, tac 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 tac. Ce qui veut dire que le problème avec l'érudition, c'est quand vous l'avancez trop tôt. Le problème, c'est que quand vous connaissez un sujet, c'est que vous arrivez tout de suite avec vos connaissances. Alors moi je sais, alors moi il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc du coup ensuite vous avez votre propre grille de lecture, vous l'appliquez sur le texte et vous essayez du coup de faire rentrer le texte dans vos petites cases. Donc voilà, ça doit se passer à peu près comme ça, et quitte à donner des coups de pied dans le texte pour que ça rentre bien, on va pas se priver. Et le problème, c'est que ce faisant, dit Tolkien, vous allez complètement passer à côté de ce que vous étiez censé lire, et en plus de votre réflexion, il n'en ressortira que doute, frustration et questions. Alors, c'est un problème du coup un peu similaire qu'on va retrouver avec ce que je vais appeler maintenant, si vous comprenez la caricature, mais le lecteur Cato et le lecteur New Age de Tolkien. Alors eux, leur problème, c'est pas qu'ils ont une accumulation d'érudition, mais ils ont le même problème de on fait passer le texte après quelque chose qu'on a d'abord nous en tête et qu'on va essayer d'appliquer. Alors, donc l'erreur qu'ils font, c'est de plaquer sur l'extérieur une signification à l'œuvre en se basant seulement sur ce qui sont en fait des aspects assez accidentels, assez contingents dans l'œuvre. Des fois, ils voient des références là où il n'y en a pas. Le nombre de fois où Tolkien a dit non, arrêtez, machin, c'est pas la Sainte Vierge, ou machin, c'est pas je ne sais quoi, Sauron, c'est pas Staline, c'est Saruman, c'est pas Hitler. Le nombre de fois. Merci beaucoup, tu es un ange. Donc le nombre de fois où Tolkien a dû écrire des lettres pour dire aux gens d'arrêter de faire ce type de lien dans son œuvre, on les compte plus. Si je devais placer le lecteur New Age et le lecteur Cato dans l'allégorie que je vous ai citée tout à l'heure, le lecteur New Age, c'est un peu le gars qui va venir et qui va dire en fait, qui va analyser le fait que la tour est située à des croisements telluriques, ce qui veut dire que la tour était sans doute là pour permettre au vieil homme de se ressourcer et d'être en communion avec la nature. Le lecteur Cato, lui par contre, il va venir et il va analyser qu'il y a une structure architecturale assez romane dans la tour, et c'est sans doute là du coup pour montrer un peu la splendeur de l'art chrétien au milieu de la campagne, et ainsi faire œuvre d'apologétique envers les paysans. Alors oui, peut-être que la tour est des croisements telluriques, et peut-être qu'il y a une architecture romane, mais n'empêche, le but c'est d'abord de voir la mer. Montez sur la tour les mecs, d'abord. Ensuite j'en sais rien, peut-être que du haut de sa tour il faisait son yoga ou il chantait un cantique à Sœur Océan, peut-être, mais ça vient après. Alors la différence entre du coup l'érudit et le Cato / New Age, c'est que l'érudit d'une certaine façon lit trop profondément le texte, le New Age et le Cato le lisent trop superficiellement. Le commun entre les deux, c'est que finalement aucun des deux ne le lise. Et donc voilà, donc de fait, aucun des deux ne le lisent parce qu'ils ont toujours un a priori quand ils arrivent devant le texte. Et finalement, c'est-à-dire que ce texte, pour eux, ce n'est finalement rien d'autre qu'une sorte de matériau de construction qui va leur permettre de révéler ce que, en fait, ils avaient déjà compris avant de lire le texte. Donc voilà, le texte, c'est un petit support, c'est une petitesse, c'est ce qui permet de se faire un peu, finalement, c'est ce que permet de donner un peu de crédit à son idée et un peu de pouvoir mousser un peu comme ça en société, un truc, parce qu'on peut faire des références à. Et alors, Tolkien, là son problème c'est qu'il a un problème, justement, ça tombe bien. Et donc c'est que lui, ça lui pose un grave problème cette façon de lecture parce qu'elle instrumentalise le texte. Alors que pour Tolkien, un texte, c'est d'abord quelque chose qui a une unité propre. C'est quelque chose qui a un tout, qui a un sens que lui a donné un auteur et qui de toute façon a quelque chose à dire à ce niveau-là, mais quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Sinon, on appelle ça du plagiat. Et
Donc on peut supposer que si un auteur écrit, c'est pour être lu, c'est pour dire quelque chose, donc peut-être que la première chose à faire, avant d'analyser dans tout ce que vous voulez le texte dans tous les sens, peut-être que la première chose que vous devez faire, c'est simplement d'essayer de comprendre ce que le gars en face de vous est en train d'essayer de vous dire. Donc, il y a un autre aspect aussi par rapport à ce conte que je trouvais intéressant de souligner, et ça va nous amener à monter un peu dans les considérations, à voir un peu c'est surtout la dernière phrase. Quand Tolkien dit, finalement le but de cette tour, c'était quoi? C'était de voir la mer. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que on pourrait dire, Tolkien aurait pu prendre l'image d'un tableau plutôt que l'image d'une tour. Il aurait pu prendre autre chose, une autre production artistique. Jusque-là, on en aurait tiré à peu près le même message. Mais je me suis dit que s'il avait choisi la tour particulièrement, il y avait une raison à ça. Et je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qu'il y a d'ambigu? Qu'est-ce qu'il y a d'ambigu par un tableau? Le problème, c'est que le tableau, au final, rien, vous posez quand même pour regarder. Le tableau, c'est fait pour être regardé. Vous regardez le tableau. Là, ce qui apparaît plus clairement dans quelque chose, dans un art comme l'architecture, c'est que l'architecture, par excellence, c'est un art qui sert à quelque chose qui est autre. C'est-à-dire que la tour n'est pas faite pour être observée elle-même. La tour est faite pour être un support qui vous permet de voir autre chose. Alors, j'en reprécise par exemple tout à l'heure, ça ne veut pas dire vous retourner sur votre propre nombril et retrouver les idées que vous aviez avant de monter, mais non, voir quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Et ce quelque chose, c'est pas une montagne, c'est pas un arbre, c'est la mer. C'est-à-dire c'est quelque chose de grand, de vaste et d'immobile, en fait, d'une certaine façon. Qu'on ne me sente pas la tectonique des plaques, là, on reste dans le truc du... En soi, à l'échelle humaine, c'est là, ça bouge pas. Et d'une certaine façon, c'est aussi, normalement de base, quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment louper, la mer. Et... Donc, toc, ça suffit, déjà, voilà, toc. Et alors c'est ça qui est intéressant. La tour, la mer, normalement, vous ne pouvez pas la louper. Et pourtant, tous nos érudits vont passer à côté. Dire, ah non, parce qu'ils vont rester focalisés sur la tour, ils vont la regarder sans prendre la peine de se dire, mais en fait, il n'y a pas un mec qui sera en disant, vous savez, il y a la mer pas loin, il y a peut-être un lien entre les deux. En fait, la raison, c'est pas... Alors, là, on va leur donner un peu de crédit à nos érudits, au New Age, au Cato. La raison, c'est pas qu'ils ne voient, ils savent pas qu'il y a la mer. Le fait est que pour eux, il n'y a pas de lien à faire entre les deux. Il n'y a rien à relier en fait à la tour. Parce que, je dirais, inconsciemment ou consciemment, et je vais déployer la métaphore un peu après pour vous faire prendre conscience, finalement, il y a une production de l'homme ne se réfère à rien d'autre que les conditions contingentes, strictement conditionnées, justement, des conditions conditionnées. Oh, voilà, merci la palisse. Des conditions très strictes. Voilà. Et ce qui fait que la tour ne s'explique par rien d'autre que par les matériaux qui la composent et par le contexte dans lequel le gars l'a construit. Et ce qui justement, Tolkien dit, bah, le problème c'est que ça peut peut-être marcher pour certains textes, mais il y a des cas où ça ne marche pas. Et justement, là nos érudits sont face à un problème où vous avez beau connaître les matériaux, vous avez beau connaître le bonhomme de base, vous pouvez même de sa famille, vous ne comprenez pas pourquoi il a fait cette tour. Parce que vous avez nécessairement besoin, au bout d'un moment, pour comprendre un texte, de le relier à quelque chose. Quelque chose qui dépasse le lecteur, qui dépasse l'auteur, qui dépasse les circonstances temporelles, quelque chose qui va plus loin, qui va plus haut. Quelque chose qui est aussi vaste et immobile qu'une mer. Parce que voilà, pour Tolkien, un texte, ce n'est pas que, ça l'est aussi, mais ça n'est pas que ça, ce n'est pas que la production singulière, j'utilise des mots, j'espère que ça va, la production singulière d'un individu singulier, non, parce que je me rends compte que je commence à parler comme un de mes profs là, donc ça va pas du tout. Donc c'est pas la production singulière d'un individu singulier dans un temps singulier. En premier lieu, un texte, c'est la vision de quelque chose, c'est la vision de quelque chose d'éternel, de quelque chose d'immobile, que l'auteur juste essaye de traduire dans des mots, et des mots qui, eux, vont être conditionnés par des trucs. Alors, parce que Tolkien est un philologue, il connaît très bien les variations de dialecte, les variations de langage, il sait très bien que ça évolue. C'est juste que justement, lui, ça évolue, mais les façons d'exprimer évoluent,
Mais ce pourquoi on parle, ça reste. C'est que finalement, pour lui, étudier, et d'ailleurs, lui c'est ce qu'il a manifesté, c'est qu'étudier le langage, quand on étudie le langage, on se rend compte que vous avez divers gens, divers peuples, diverses cultures qui élaborent des langues différentes, mais on se rend compte que tous, ils essayent de dire la même chose. C'est ça en fait qui le frappe quand il étudie. Lui, il étudie, alors notamment, lui, il était spécialisé dans les langues nordiques, mais il connaissait aussi très bien l'hébreu, le grec, le latin, un philologue, donc lui, tout ce qu'il voit, il ramasse tout ça, c'est qu'ils essayent de dire la même chose, ils le disent différemment, ils le disent avec des mots différents, ils le disent avec des histoires différentes, ils le disent avec des modalités différentes, mais mine de rien, tout ce qu'ils regardent, au fond, ils regardent tous la mer. Et c'est ça qu'ils essayent de montrer. Et c'est ça que nos érudits ne voient plus du tout. Parce que, justement, aujourd'hui, on considère qu'il n'y a rien d'autre dans un texte qu'une production singulière dans un temps singulier. Et là, je vais faire un lien avec la philo, un lien assez fort, parce que ce qui est intéressant, c'est que en 1966, en France, vous avez un gars, un sociologue, qui va écrire un livre pour défendre une thèse qui, à ce niveau-là, est exactement le contraire de ce qu'essaie de dire Tolkien. Alors, je sais pas s'il y a un lien concret, si l'un a lu l'autre, si machin, si s'opposent l'un par rapport à l'autre. Et pour tout vous dire, je m'en fiche un peu. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir que sur ce même sujet, ils sont radicalement opposés. Et l'un étant philologue, l'autre étant sociologue. Ce sociologue, c'est Michel Foucault, qui va écrire un livre qui s'appelle Les mots et les choses. Et déjà, dans le titre, vous commencez déjà à voir le lien. Et ce que Michel Foucault, finalement, va dire dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de mer. Il n'y a pas de réalité objective. Tout discours n'est que la résultante. Le discours est une production culturelle. Toute culture est déterminée par des institutions qui sont posées de façon plus ou moins arbitraire, simplement par des relations de force, de pouvoir. Et donc, le discours n'est rien d'autre qu'une expression singulière de rapports de force. Alors, Foucault voit toute l'histoire selon des rapports de force. Et comprenez bien que je ne suis pas en train ici d'essayer de critiquer ce que dit Foucault. Dans cette façon de voir les choses, il y a des choses très intéressantes à étudier. Je rappelle que pour Tolkien, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'éléments singuliers, d'éléments contingents, d'éléments culturels dans un discours. Il dit juste que c'est pas ce qu'il y a d'abord. Donc à la limite, ce que Foucault dit peut être intéressant. Là où il s'oppose vraiment l'un et l'autre, c'est que Foucault dit qu'il n'y a que ça. Et donc pour Foucault, tout discours n'est rien d'autre que la résultante de ce qu'il y a avant. C'est tout, ça ne s'explique. Donc on comprend bien d'ailleurs pourquoi est-ce que nos érudits aujourd'hui qui se sont plus ou moins consciemment, qui l'ont lu, et qui se disent, mais voilà, si vous voulez, Foucault, dans l'analogie de la tour, dans l'image de la tour que je vous ai lue tout à l'heure, Foucault c'est le mec qui arrive à la fin, quand tous les gars sont en train de se dire, mais cette tour n'a aucun sens, pourquoi a-t-il fait ça? Foucault c'est le mec qui arrive à la fin qui dit, mais arrêtez de vous poser la question. C'est tout. Vous avez analysé les matériaux, vous avez analysé le sol, vous avez écrit la biographie du gars, il n'y a rien de plus à faire. Vous prenez la tête pour rien, il n'y a rien à chercher. Et une des conséquences de cette thèse-là, c'est qu'il y a du coup une certaine forme d'incommunicabilité entre les différentes cultures et les différentes époques. Et notamment, et ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est très présent, par exemple par rapport à l'expérience que j'en ai, que vous avez par exemple à la Sorbonne, c'est que finalement quand vous étudiez un texte d'un auteur ancien, je sais pas, vous étudiez un texte d'Aristote, et ben ce que dit Aristote, ça regarde Aristote. C'est tout. Vous ne pouvez pas, en fait, vraiment comprendre ce que voulait réellement dire Aristote. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réalité dans Aristote. Enfin, sans doute que Aristote entendait parler d'une réalité, mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y en a pas. Donc arrêtez de vous prendre la tête et essayez de comprendre ce qu'il voulait dire. Il n'y a rien. Voilà. Et c'est pareil. Du coup, pourquoi est-ce que les critiques qui parlent Tolkien dans sa conférence n'étudient Beowulf que par rapport à ses influences postérieures? Parce qu'ils vont dire qu'il n'y a rien d'autre à voir. Donc c'est pour ça, c'est pas que les gars ne savent pas qu'il y a la mer, c'est qu'ils font pas le lien entre les deux. Et d'ailleurs en fait, ça pour Foucault il va dire en fait il n'y a pas de mer. Alors c'est pas qu'il y a rien, c'est pas qu'on va jusqu'à inventer la mer, mais il y a juste de la flotte. Et même la flotte c'est encore modifié, non. Il y a juste des atomes qui se baladent un peu dans tous les sens et qui se rencontrent et c'est seulement notre esprit qui perçoit cette immensité là comme étant une unité qu'on appelle la mer. Mais ça c'est que nous qui le posons et c'est que dans des conditions particulières qu'on le pose. Par exemple vous savez Foucault disait l'homme n'existe que depuis que l'anthropologie existe. C'est que depuis qu'il y a une science de l'homme que l'homme qu'on connaît aujourd'hui existe. D'une certaine façon, encore je précise là-dessus, c'est pas totalement faux de le dire. Tout n'est pas idiot dans sa thèse. Le problème c'est de réduire tout à ça. Et le problème c'est ce que Tolkien lui ne peut pas accepter.
Et c'est ça qui est, d'ailleurs, c'est ça qui tout d'un coup m'a fait penser à relier ces deux auteurs, parce que justement, comme je l'ai dit, la conséquence du coup de ce texte de Foucault, c'est qu'il y a une incommunicabilité entre les époques, c'est que les époques sont murées par des murs infranchissables, et vous ne pouvez, en gros, quand vous avez un texte d'un ancien, vous pouvez enlever la poussière, vous pouvez rééditer ce qu'il a dit pour essayer d'être sûr qu'il n'y ait pas eu des erreurs de copie, de machin, de trucs, des billets. Vous pouvez retracer un peu la suite des différents manuscrits, des différentes traditions, des machins, des modifications, mais c'est tout. Et Tolkien, alors ça c'est pas un conte qu'il a publié son vivant, c'est quelque chose qui est apparu dans les brouillons qu'ont publié ensuite son fils. Tolkien avait imaginé un conte. Alors on ne sait pas exactement quand est-ce que ce petit conte a été écrit, rassurez-vous là je ne vais pas vous le lire, parce qu'il est un peu plus long quand même, mais on suppose que c'est un conte qui est issu d'un pari que Tolkien avait fait avec un de ses meilleurs amis, C.S. Lewis. Tolkien et C.S. Lewis avaient fait tous les deux un pari. Toi tu écris, donc C.S. Lewis écrit une histoire de voyage dans l'espace, Tolkien écrit un voyage dans le temps. Alors Tolkien ne va jamais arriver au bout de ce conte, là, il va le laisser inachevé, mais dans ce qu'on peut en lire, ce qui est très marrant, c'est que au niveau du voyage dans le temps, Tolkien ne va pas imaginer une machine. Il va pas la faire à la H.G. Wells, il va pas mettre de DeLorean, il va pas mettre de cabine téléphonique pour ceux qui connaissent Doctor Who. Il va, non, simplement, qu'est-ce qui fait voyager dans le temps? Il dit c'est le mot. Alors c'est pas que le mot transporte un gars et l'amène dans une époque différente, c'est juste que il commence à notre époque aujourd'hui. Vous avez un jeune homme qui commence à étudier les langues. D'ailleurs, il est assez amusant, il est assez touchant à lire ce texte parce que, outre l'aspect très conte, très fictif, il y a sans doute quelque chose de très autobiographique chez Tolkien parce que du coup il parle de l'intérêt du jeune garçon pour le mot et on devine que de certaine façon il est aussi un peu en train de parler de lui, de la façon lui-même dont il conçoit le mot. Et simplement, ce mot lui fait tout d'un coup voir des événements, des personnages, des choses dont il n'avait jamais entendu parler avant mais que ces mots lui apprennent à retrouver. Et tout d'un coup le récit se transporte et on arrive à peu près au Moyen-Âge, où on retrouve à peu près la même situation et on repart de plus belle jusqu'à arriver à l'île de Numénor qui fait partie donc de la grande mythologie du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'île d'où viennent les gens qui peuplent Gondor et tout ça. Et on arrive jusqu'à là. Mais Tolkien s'est arrêté, je vais pas plus loin parce que sinon je vais me perdre. Et Tolkien s'est arrêté là. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui m'a fait relier les deux. C'est-à-dire que c'est marrant, chez Foucault, le mot est ce qui clive l'histoire de l'homme. C'est ça qui le découpe en tranches. Alors que chez Tolkien, c'est justement ce qui nous fait passer d'une époque à l'autre. Parce que pour Tolkien, simplement, le mot, c'est l'outil que nous utilisons pour dire quelque chose qui, lui, traverse le temps. C'est ce qui permet de faire le voyage. En fait, de cette façon, on retrouve une très vieille distinction qui est quasiment aussi vieille que la philosophie, qu'on avait déjà chez les Grecs, qu'on avait d'un côté Platon et d'un côté les sophistes. C'est que pour les sophistes, le mot c'est un outil de pouvoir, simplement. Et donc les sophistes formaient les gens à bien parler pour pouvoir prendre le pouvoir dans la cité. Et pour Platon, le mot est un outil de science. C'est d'abord quelque chose qui nous apprend à voir, à observer. Et finalement, je dirais, avec toutes les nuances qu'il faut bien sûr, mais on retrouve un peu cette distinction-là. Et Tolkien est quelqu'un, pas sous le mode de Platon, pas sous le mode d'un philosophe, pas sous le mode d'un logicien, pas sous le mode d'un métaphysicien. Platon, simplement, sous sa simple expérience de philologue, de conteur, va simplement dire, mais le problème c'est que si on a cette vision-là, on ne comprend plus tout ce que l'homme a écrit. Si on accepte ça, alors ça veut dire que ça fait 5000 ans que l'homme parle pour ne rien dire. Et d'une façon, on pourrait dire, c'est pas une réfutation, et c'est vrai, et j'ai jamais dit que Tolkien réfutait Foucault. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, il va dire, bah non. Enfin, moi je lis Beowulf, moi je lis tel texte, moi je lis l'Edda, les mythologies nordiques, moi je lis la Bible, je lis plein d'autres textes, et non, il y a quelque chose que je touche, il y a quelque chose que je sens, il y a quelque chose que ces gens essaient de me dire, et que je peux, moi, rejoindre aujourd'hui. Je peux faire quelque chose de ce texte aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Tolkien va militer contre ce type de lecture très éclatant, parce que sinon pour lui on perd tout ce qui fait principalement un texte. Alors, oula, j'ai failli faire une catastrophe. Et là, je vais en profiter pour boire un petit coup. Alors, là on a vu le statut du texte en général chez Tolkien.
la façon dont Tolkien conçoit notre rapport au livre, notre rapport à la lecture. Et c'est surtout à quoi ça sert. Mais, comme je l'ai dit en introduction, Tolkien ne va pas ensuite écrire n'importe quel type de texte, Tolkien va écrire des contes de fées. Et donc, il faut maintenant passer à l'étude. Qu'est-ce que c'est qu'un conte de fées chez Tolkien? Et là, je vais m'appuyer en grande partie, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver, hop, sur un texte qui s'appelle, je vous en ai parlé, c'est le traité du conte de fées qui est apparu dans un recueil qui s'appelle Faerie. Alors le nom de la conférence c'est Faerie. Faerie ça veut dire, Faerie ça désigne le monde imaginaire, un peu d'une façon en général. Et donc il va expliquer ce que c'est qu'un conte de fées, à quoi il sert, comment est-ce qu'il est construit, et pourquoi est-ce que d'ailleurs ce serait bien peut-être d'en réécrire aujourd'hui, c'est ce qu'il va faire. Alors, parce que quand on parle de contes de fées aujourd'hui, généralement, vous avez... est-ce qu'on m'entend toujours au fond? Parfait. Quand on écrit un conte de fées, quand on pense au conte de fées aujourd'hui, vous avez généralement un petit sourire en coin, parce que tout de suite, je suis sûr que la moitié d'entre vous ont eu la fée Clochette en tête. Voilà. Parfait, j'ai gagné. On l'a fait clocher en tête. Et pour nous, le conte de fées, voilà, c'est le Walt Disney. C'est une histoire un peu simple, un peu mignonne, un peu cucu, avec une morale bien appuyée qu'on essaie de vous faire rentrer dans le crâne à grands coups de chansons et de petits messages subliminaux qui passent un peu partout. Et voilà, ça c'est quelque chose que Tolkien déteste. Pour l'anecdote, quand le Hobbit a commencé à avoir du succès, il a commencé à se poser du coup nécessairement la question des adaptations en dessin animé et en film, Tolkien a vendu les droits pour le Hobbit et pour une bouchée de pain, parce que pour lui, il croyait pas que le cinéma pourrait progresser jusque produire quelque chose qui fasse réellement sens, qu'on pourrait réellement donner un truc qui donne vraiment l'impression d'être en terre du milieu à l'écran. Du coup, sa famille s'en mord les doigts. Donc Tolkien a vendu ça pour une bouchée de pain, mais il a donné une condition à son agent. Une condition, c'est que jamais les droits ne passent à Walt Disney. Parce qu'il dit à cette, je déteste tout ce qu'ils font. Voilà. Alors, pour comprendre ce que fait le conte de fées, alors il va falloir remonter un peu loin, parce que pour comprendre ce que c'est que le conte de fées, il faut comprendre ce que c'est que l'art. Pour comprendre ce que c'est que l'art, il faut comprendre ce que c'est que la science. Pour comprendre ce que c'est que la science, il faut comprendre ce que c'est que le mot. Rassurez-vous, je ne vais pas tout faire. Parce qu'on on en a déjà un peu parlé, je vais aller un peu plus, et surtout Tolkien lui-même dans le conte de fées va assez vite au début. Donc je vais simplement, ça a été très simple à préparer ma conférence, hein, je fais ce qu'il dit. Hein. Moi j'obéis. Parce que quand vous regardez un peu le discours humain, Tolkien dit, le discours humain fait une distinction fondamentale entre deux choses. Il fait la distinction entre ce dont vous êtes en train de parler et quelque chose que vous lui attribuez. C'est concrètement le soleil est jaune. Vous comprenez, c'est ce que la grammaire traduit par le sujet et l'adjectif. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire fondamentalement, le discours fondamental c'est ça. On a quelque chose, on lui attribue une autre via un verbe. Et Tolkien dit, c'est ça, et c'est ça d'ailleurs un peu le propre de l'homme, c'est que justement lui il arrive, par exemple quand il voit le soleil jaune, il est capable de dissocier justement les deux dans sa tête, pour ensuite les relier ou les diviser, dire le soleil est jaune ou le soleil n'est pas vert. Donc, et c'est ça d'un côté qui permet la science justement, parce que quand vous dissociez un peu comme ça, vous êtes capable de vous interroger. Finalement, pourquoi est-ce que le soleil est jaune? L'animal, lui, il voit un soleil jaune, il ne se pose pas la question, il est jaune, et puis voilà, pof, on avance. Non, nous, on est capable de voir qu'il y a quelque chose qui relie les deux, et on essaie de comprendre pourquoi le soleil est jaune. Donc ça, c'est ce qui fait la science. Et qu'est-ce qui fait l'art? Eh ben, si on est capable de dissocier les deux, on est aussi capable de se dire, qu'est-ce qui se passerait si je prenais autre chose, avec lequel le soleil n'existe pas, mais que j'essaie de le composer avec. Alors là, je quitte l'exemple du soleil, mais par exemple, c'est le cas quand vous voyez un bloc de marbre, qui est pavé, et vous vous demandez si vous lui mettez une figure de cheval. Et du coup, vous avez un sculpteur. Concrètement, c'est ça qu'il fait. Vous avez la fameuse phrase de Michel-Ange, j'ai juste vu un cheval dans la pierre et j'ai libéré. Et ça, il a vu, pof, il a mis un cheval dedans, il fait ouais, ça tient. Alors, du coup, il y a un lien entre l'art et la science. Parce que si vous connaissez pas très bien les propriétés du marbre, vous allez foutre un coup de maillet à côté et vous allez foirer votre truc. Donc il faut connaître justement, parce que justement, la science elle vous permet de voir que vous ne pouvez pas tout conjuguer avec tout. Et que vous pouvez peut-être utiliser votre bloc de marbre
pour faire une statue de cheval, mais si vous en essayez d'en faire une montgolfière, ça va pas marcher. Donc déjà, il y a un lien. Et Tolkien le voit très bien. Tolkien insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un lien assez fort entre l'art et la science. Et donc c'est ça en fait, la faculté artistique de l'homme, c'est la faculté qui lui permet de prendre des choses et d'essayer de les composer avec d'autres choses avec lesquelles on ne constate pas qu'il existe de base. Mais on peut essayer de le transformer, on peut peut-être essayer de voir si ça marche. Pourquoi pas. Et alors, là-dedans, comment se distingue particulièrement le conte de fées? Tolkien nous a dire c'est la faculté artistique poussée à son maximum, parce que là il ne s'agit pas juste de prendre un objet que vous allez modifier, il s'agit de considérer ce que serait le monde entier avec des caractéristiques différentes. Que pourrait être, comment est-ce que le monde aurait pu être d'une façon différente? Qu'est-ce que c'est qu'un monde dans lequel les choses sont pas exactement pareilles, dans lequel il y a des elfes? Parce que justement le lien entre conte de fées et elfe et fée en fait c'est le même mot. Quand vous dites conte de fées, les fées en fait c'est les elfes. Donc vous voyez qu'entre la fée clochette et le ronde, on a quand même une évolution de gabarit. Il y a différents rapports. Voilà. Est-ce que un monde où je sais pas, où vous avez des gens qui peuvent créer un anneau et ça les rend assez badass pour détruire à peu près la totalité du monde connu? Et alors, donc voilà, le conte de fées fait ça. À ce moment-là, on va lui poser deux critiques fondamentales sur le principe même du conte de fées. Du coup, s'il s'agit d'inventer un monde qui n'existe pas, est-ce que c'est pas purement simplement un mensonge? Est-ce que c'est pas un peu puéril d'aller s'enfermer dans un truc qui, de toute façon, n'existe pas et n'existera jamais? Et Tolkien en est conscient. Hein, Tolkien n'est pas en train de dire que non, si, je vous assure, c'est vrai. Non. Donc, vous vous doutez bien, et maintenant je vais aborder ça, Tolkien répond non aux deux objections. C'est ni un mensonge, ni puéril. Et en fait, c'est Tolkien qui raconte comme ça à un moment donné qu'il était face à quelqu'un qui lui a dit d'une manière assez classe que le conte de fées n'était rien d'autre que du mensonge soufflé dans du vermeil. Tolkien a répondu d'une manière assez classe aussi parce qu'il a écrit un poème de 4 pages pour répondre, une espèce de petit poème dans lequel vous avez Philomitus qui défend le conte face à Misomitus. C'est pas trop foulé pour les noms, là. Et pour ceux qui n'ont pas fait le grec, philo c'est aimer, miso c'est ne pas aimer, mythos c'est le mythe, donc c'est celui qui aime les mythes contre celui qui n'aime pas les mythes. Donc, je vais pas vous lire je vais pas vous lire non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vais pas vous lire le poème en son ensemble, non, je vais juste vous lire un tout petit extrait que Tolkien insère dans l'essai, notamment. Dans le traité du conte de fées. Cher monsieur, dis-je, quoique depuis longtemps éloigné, l'homme n'est pas entièrement perdu ni totalement changé. Il peut avoir perdu la grâce, il n'a pas perdu le trône, et conserve les loques de la seigneurie que jadis il posséda. Cet homme sous-créateur, au travers duquel la lumière reflétée est brisée, du blanc unique en maintes nuances et sans fin combinées, en forme vivante qui passe d'esprit en esprit, si toutes les crevasses du monde, nous les avons remplies d'elfes et de gobelins, si nous avons osé bâtir des dieux et leur demeure de ténèbres et de lumière, et si nous avons semé la semence des dragons, c'était notre droit, bien ou mal employé. Ce droit n'est pas tombé en désuétude, nous créons toujours selon la loi au sein de laquelle nous sommes créés. C'est sérieux? Ouais. Vache. Ça complique mes plans. Du coup, je vais être obligé d'accélérer à mort. En fait, Tolkien dit non, le conte de fées n'est pas un mensonge. Ce serait un mensonge seulement s'il prétendait qu'existe réellement sous le plan, sur le même niveau que la création brute, ce que je suis en train d'écrire. Je sais pas si vous le savez, mais il y a un auteur comme ça, l'auteur Rupert Howard, qui est l'auteur qui a notamment inventé le personnage de Conan le barbare, qui lui par contre était persuadé que Conan avait réellement existé et qu'en fait Conan lui apparaissait en songe pour lui intimer l'ordre d'écrire. Alors justement ce gars est considéré avec Tolkien comme un des fondateurs de la fantasy, mais le problème c'est que du coup ce gars-là ne répond pas à une des caractéristiques de base que Tolkien décrit pour ce que c'est qu'une fantasy. C'est qu'il faut justement avoir conscience que c'est une fiction. Ce n'était pas le cas ce gars-là, qui est malheureusement mort jeune d'ailleurs. Donc il faut que j'accélère, parfait. Du coup, hop. Donc, chez Tolkien notamment, ça implique qu'il y a une certaine forme,
je vais le dire comme ça, de contrat un peu non dit entre l'auteur et son lecteur. C'est-à-dire que pour Tolkien, l'auteur sait très bien qu'il est en train de lire une fiction. Néanmoins, il va accepter de faire ce qu'on appelle une suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire qu'il va accepter, en gros, de jouer le jeu. De faire comme si ce monde existait pour se laisser en gros toucher par lui. Ce qui implique pour Tolkien que de la part de l'auteur, il faut que l'auteur fasse un minimum attention à avoir assez de cohérence pour ne pas vous sortir des trucs qui vous brisent complètement un peu l'illusion d'une certaine façon. C'est un peu la même idée qu'on a dans le film Inception de Nolan, où justement Nolan explique que dans le rêve, il faut faire attention à ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que si vous avez un truc qui est trop incohérent, le gars va se rendre compte de la blague et il va se réveiller. C'est un peu la même idée, la manipulation et le vol en moins. Donc je passe à la deuxième critique. Est-ce que c'est pas un peu puéril? Et là c'est le plus intéressant. C'est vrai que du coup c'est dommage qu'il me reste que 10 minutes. Mais en fait, Tolkien va dire non. C'est pas puéril, au contraire, c'est plus ou moins ce que l'homme essaie fondamentalement de faire depuis l'origine. Quasiment. Ce qu'il dit en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça, on essaye d'imaginer un monde un peu différent, parce que, Tolkien dit, il y a une forme de fracture originelle en l'homme. Il y a une distorsion entre l'homme, il y a un problème environnemental avec l'homme. C'est que l'homme n'est pas fondamentalement à l'aise dans ce qui est censé être son milieu naturel. Et ça, c'est pas un constat que vous avez que chez Tolkien. Vous prenez un Chesterton, vous prenez un Lewis, mais vous prenez aussi des gens qui sont pas directement liés à Tolkien, comme Mircea Eliade, ou un autre gars que j'avais prévu de lire un extrait, mais du coup je le ferai pas. Vous avez justement plein de mythologues, plein de gens qui vont étudier les mythes, qui vont se rendre compte qu'en fait, il y a une chose qui est commune dans tous les mythes, c'est qu'on part du principe qu'il y a un problème avec le monde. Que le monde était visiblement censé être d'une certaine façon, mais qu'il ne l'est pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment il était censé être, on ne sait pas comment ça se fait qu'il ne l'est pas, et on ne sait pas comment faire pour le réparer. Et du coup, ce que l'homme va faire depuis le début, c'est pour ça que l'homme va écrire des mythes, de tout temps il va écrire des mythes, dans lesquels il va essayer de trouver une réponse. Il va essayer du coup d'imaginer une certaine forme de passé mythologique, d'essayer de créatures merveilleuses qui vont permettre d'un côté de comprendre du coup l'harmonie qu'il y a entre ce monde et l'harmonie qui est censée y avoir dans ce monde, et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché. Vous vous rendez bien compte, là, vous pouvez avoir l'impression, je pense que vous avez tous à peu près situé, que notamment ça peut faire énormément penser à la Bible. Création, péché originel, chute. Mais Tolkien dit, c'est pas propre à la Bible. Vous avez ça partout en fait. Vous pouvez trouver ça absolument dans tous les mythes. Vous lisez par exemple Mircea Eliade, il l'analyse assez bien. Vous avez toujours cette fracture-là. Et qu'il faut réparer. Finalement, Tolkien dit quoi? Le mythe, c'est depuis l'origine une tension de l'homme vers le divin. Comprenez ici, du coup, l'harmonie un peu avec cette nature, avec quelque chose qui nous permette de réunifier l'homme et la nature. Donc il dit, c'est pas du tout puéril, c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est ce que l'homme a toujours voulu faire. Vous comprenez du coup, c'est le lien que je disais par rapport à la mer, quelque chose d'éternel et d'immobile, justement, c'est stabilité. C'est ça que cherche l'homme depuis le début, il cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce vers quoi il tend. Donc ça, du coup, là, je suis obligé de couper. Parce qu'il y a encore autre chose dont vous parlez, donc ça, hop, on arrête. C'est pour ça en fait Tolkien à un moment va dire il y a beaucoup de gens qui critiquent dans le conte de fées qui critiquent l'évasion, mais il dit ils font une confusion. Il a une très belle formule, il dit ils confondent l'évasion du prisonnier avec la fuite du déserteur. C'est pas la même chose. Le déserteur il fuit parce qu'il refuse d'affronter la réalité en face. Le prisonnier, il sait très bien qu'il est dans son cachot. Le problème c'est qu'il sait qu'il peut pas en sortir. Il lui reste au moins ça. Il peut essayer de s'évader, il peut essayer d'imaginer la vie à l'extérieur des barreaux. Alors vous allez dire, du coup c'est une vision un peu pessimiste de la condition humaine. J'ai envie de dire oui et non. Chez Tolkien, c'est un constat de fait. C'est comme ça qu'est l'homme, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il réagit, et surtout, c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait depuis des milliers d'années. C'est toujours ultimement ce qu'il essaye de faire. Enfin, ce qui est en tout cas au moins censé vouloir faire. Chez Tolkien, ce type du coup de constat, ça fait que dans le conte de fées, on va avoir une structure narrative. François-Marie, tu me tapes dessus dès que j'ai dépassé le temps imparti. Ça va être lié à une structure narrative très particulière qui va appeler le catastrophe. Le catastrophe, ça vient de catastrophe d'un côté qui est un retournement soudain, et qui désigne le côté qui est un préfixe mélioratif. C'est un retournement heureux. Par opposition à ce que nous on entend généralement par catastrophe, à savoir la dyscatastrophe. La catastrophe, un retournement malheureux.
Tolkien va dire en fait, le conte de fées, justement, il essaie de faire ça. Vous avez une situation, parce que justement, il y a le conte de fées, le but du conte de fées, c'est pas de créer un monde harmonieux, c'est de créer un monde dans lequel on comprend l'harmonie et la désharmonie. Alors qu'en fait, vous allez avoir, du coup, le conte de fées va décrire un monde dans lequel des choses mauvaises se passent, dans lequel des êtres mauvais sont, dans lequel un tas de choses horribles se passent. D'ailleurs, généralement, il se passe de plus en plus des choses de plus en plus horribles et mauvaises au fur et à mesure qu'on avance. Et donc vous avez, après, bon, vous avez le récit, donc il y a les hauts, les bas, il y a toutes les péripéties qui arrivent, jusqu'à un moment, on va arriver à un point où tout est foutu. Concrètement, tout est foutu, c'est sur le point d'être complètement ruiné, et au dernier moment, vous avez le truc, mais le plus hasardeux du monde, le truc le plus inattendu, le truc qu'on n'aurait jamais calculé, qui fait que tout d'un coup est résolu, en un instant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué justement dans Tolkien cet aspect que tout d'un coup, il y a tout ça, puis tout d'un coup, pof, ce qui est résolu, c'est juste ce petit machin qui fait que tout d'un coup, ah. Mais chez Tolkien, c'est justement non, c'est fait exprès. Et d'ailleurs, il faut justement accentuer. C'est-à-dire que plus l'événement est complètement hasardeux, plus l'événement est complètement inattendu, plus l'effet est réussi. Parce que du coup, le lecteur est plongé un peu dans cet abîme où il voit la souffrance, où il voit le mal, où il voit les catastrophes, jusqu'au moment où tout d'un coup, paf, là, vous le ramenez au 7e ciel avec un truc qui est complètement inattendu, et à ce moment-là, il y a quelque chose, dit Tolkien, un peu miraculeux qui se passe, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans cet événement, vous comprenez comment est-ce que tous les événements malheureux et catastrophiques qui se sont déroulés avant ont conduit à ça. Et qu'en fait, d'une certaine façon, je suis obligé d'aller trop vite, je suis désolé, il y avait tellement de choses que j'avais prévu de dire, mais là je ne vais pas avoir le temps. D'une certaine façon, vous comprenez que tout ça concourt à sa propre perte en fait, surtout que le mal, alors ça veut pas dire que le mal n'est rien, ça veut pas dire que le mal n'est vain, vous le disiez, c'est les anneaux, les personnages toujours en train de pleurer à chaudes larmes, ils sont pas, et la morale c'est pas que finalement tout ça c'est rien, non, c'est très réel, c'est très dur, et il reste quelque chose de mystérieux là-dedans, mais tout ça amène à un dénouement, tout le mal, tous les efforts quand même d'une façon que le mal, alors, il y a la question du manichéisme chez Tolkien, c'est plus compliqué que ça, mais là du coup je peux pas en parler, mais tout ce que le mal est en train tout ce que le mal fait, finit par le détruire lui-même. Et vous avez la restauration du coup d'une harmonie que personne n'avait pu venir, mais qui en même temps, c'est bien quelque chose qui résulte de l'action de tous les personnages qui sont intervenus, des gens de bien, des gens qui ont essayé de faire des choses, et ces choses ne sont pas vaines, puisqu'elles ont amené le dénouement final, mais entre guillemets aussi, le résultat dépasse complètement la proportion des actions qu'ils ont mises en œuvre. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose, et c'est très important, que Tolkien ne nomme jamais. Parce qu'effectivement, là encore une fois, je pense que vous avez le parallèle qui est en train de se faire dans votre tête, on dit, en fait c'est Dieu qui agit. Et c'est pas comme ça qu'il faut le dire. D'une certaine façon. Enfin, il faut pas l'avancer comme ça en disant, ouais, enfin c'est clair, en fait on voit que c'est Dieu qui a fait glisser Gollum. C'est plus compliqué que ça. Parce que du coup, pour terminer, il faut quand même que je parle un peu de ce côté-là, à savoir cette question qu'on pose toujours à est-ce que du coup Tolkien est à considérer comme un auteur chrétien, comme un auteur catholique? Ça rejoint un peu ce que j'ai évoqué au début. Et bien, le problème c'est que Tolkien ne va jamais dire ni oui ni non. Il va complètement reconnaître que dans ce qu'il écrit, que lui-même est un chrétien, un catholique convaincu, que du coup lui-même, quand il écrit nécessairement, ça fait partie de ce qu'il met dans ses œuvres, mais il explique que c'est quelque chose contre lequel il essaye plutôt de lutter. Il a essayé de retirer au maximum toutes les références beaucoup trop explicites à la foi catholique. Mais il dit, d'une certaine façon, il y a bien un catholicisme dans son œuvre. Mais comment il se fait? En fait, là, pour comprendre ça, je vais beaucoup trop vite, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a une distinction entre un message, au sens péjoratif du terme, et un symbole. Un message, c'est quelque chose c'est un contenu qui renvoie à quelque chose d'explicite. Par exemple, je sais pas, vous dénoncez le nazisme, vous avez un message. Vous dénoncez BHL, vous avez un message. Maintenant, vous voulez parler de la souffrance à travers une histoire, là vous faites un symbole. Sauf que chez Tolkien, simplement, Tolkien étant un catholique convaincu, il est convaincu que pour lui, intrinsèquement, ça fait partie de lui, tout ce que dit la foi catholique sur la souffrance, sur la rédemption, sur le salut, sur l'homme, effectivement, ça rejoint concrètement sur lui l'expérience de l'homme. Et c'est ce dont il essaie de parler dans ses œuvres, mais il essaie d'en parler en vertu du fait que ça correspond à ce que vit l'homme, pas par rapport à ce que ça dit. Ça correspond de fait effectivement à ce que dit l'Église catholique. Donc il y a bien un lien de cette façon à faire, mais c'est un lien qui passe toujours d'abord par l'expérience humaine. Justement, Tolkien dit ça ne sert, et c'est ça qu'il reproche les foi catholiques. Si vous faites le parallèle entre ce que j'écris et le contenu de la foi sans passer par la réalité, ce que j'ai écrit n'a servi à rien. Parce que justement, moi, ce que je veux montrer, ce que je veux expliquer aux gens, c'est tout simplement que tout ça, qu'on peut aussi retrouver
dans ce que dit la foi catholique, ça rejoint tout simplement ce qu'est l'homme. Et moi je veux parler à ça, je veux parler aux hommes, je veux leur transmettre un peu ce type de réflexion, ce type de réflexion qui ne sont pas seulement les miennes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui-même qui l'ont touché, mais quelque chose aussi qu'il retrouve dans l'expérience de tout homme, dans les textes qu'il a lus, et c'est ça qu'il essaie aussi de dire. C'est pas d'ailleurs juste lui sa propre expérience individuelle qu'il essaie de transmettre. C'est des choses qu'il a en partie vécues, mais c'est des choses qu'il a en partie lues aussi, parce que justement lui il a lu des textes qui parlaient de ça. Et il essaie de le retranscrire. Donc voilà, il fallait quand même que je pose la question Tolkien. Alors, du coup, Tolkien est-il un auteur chrétien? Eh bien, non et oui, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais en venir à ma conclusion. Donc du coup, bon, je ne fais pas la synthèse de tout ce que j'ai dit, parce que du coup... Tiens, en fait, qu'est-ce qui m'a le plus, je dirais, marqué finalement quand j'ai lu Tolkien, et qu'est-ce que j'en ai vraiment tiré comme leçon, moi particulièrement en tant qu'étudiant en philosophie, mais qui je pense peut s'appliquer à tout le monde. Que je le sois, parce qu'on a tous des idées, on a tous des hypothèses, on a tous des façons de regarder le monde et tout ça. Eh bien, c'est cette idée que finalement tout homme tend au final vers quelque chose qui le dépasse, vers quelque chose qui est plus grand que lui. Et ce quelque chose ne peut pas se réduire à une simple vue de l'esprit, à une simple illusion qui est conditionnée par par les caractéristiques de l'époque. Il y a une certaine forme de réalisme brut chez Tolkien, qui n'est pas un réalisme naïf, qui est un réalisme qui s'appuie sur toute l'expérience millénaire de la culture humaine. Finalement, le réalisme de Tolkien, il est très proche de ce qu'on pourrait du réalisme que vous avez dans le personnage de Sam Gamgee, qui est un personnage que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage, à certains moments, il a des réflexions qui sont très profondes sur le sens de l'histoire, sur le sens de la mort, de la souffrance, qui ne sont pas du tout de théories qu'il est en train de pondre parce qu'il est en train de rédiger une conférence de philosophie, simplement parce que lui, en ce moment, il a les pieds dans le Mordor, et qu'il se demande au bout d'un moment ce qu'il fout là. Et c'est juste ça, c'est des réflexions. Et du coup, il commence à avoir des réflexions en disant, mais quoi ? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Et il se rattache à des choses assez simples, mais des choses en même temps qui sont assez simples, mais qui sont extrêmement profondes quand vous le lisez. Ce qu'il dit, finalement, voilà, c'est le truc surtout, c'est... Vous avez Frodon qui, lui, est complètement au fond du gouffre, qui est avec l'anneau, qui est en train de paver dans tous les sens et tout ça, qui voit même plus pourquoi est-ce qu'il est en train de faire tout ça. Et vous avez Sam Gamgee qui se retourne vers lui, l'air tout bête, en disant « Il y a de bon en ce monde, et il faut se battre pour ça ». Alors d'un côté, vous avez lui dire, enfin, c'est un peu vidé, mais d'un côté, vous sentez qu'il y a quelque chose aussi qui est là, quoi, qui est profond. Donc c'est cette espèce de réalisme simple, mais pas simpliste. Parce que je suis encore des coupures. C'est ça. Et il y a aussi cette conscience, c'est-à-dire Tolkien n'est pas non plus à ce niveau-là, dans le sens péjoratif du terme, un dogmatique au niveau de ce qu'il dit. C'est-à-dire que toujours ce que fait l'homme, c'est pas en tant que tel qu'il arrive à décrire toute la mer qu'il est en train de voir. Effectivement, Tolkien dit, bah non, l'homme tend à regarder la mer, l'homme essaie de décrire la mer, et l'homme touche d'une certaine façon, arrive à dire quelque chose de la mer, mais jamais aucun homme n'a réussi à voir toute la mer. Donc c'est pour ça aussi que, c'est ça qu'il y a de beau en fait pour Tolkien dans la diversité des cultures, c'est qu'il voit toujours différentes façons, différentes configurations, différents modes qui vont changer selon les cultures et les époques, avec lesquelles l'homme va essayer de comprendre cette mer qui est face à lui. Et c'est comme ça et c'est pour ça que, à ce moment-là, oui, on peut réellement parler de richesse des cultures. Et je termine. Donc chez Tolkien, en fait, pour lui aussi, du coup, ce qui veut dire que quand on réfléchit comme ça, quand on débat, quand on essaye de réfléchir sur l'homme, sur sa condition, sur ce qui lui arrive et tout ça, Tolkien dit, il faut pas chercher à légitimer la théorie que vous avez en tête. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être relativiste, mais ce qui veut simplement dire qu'il faut d'abord reprendre ce que l'homme a voulu faire depuis le début, c'est-à-dire retrouver cette harmonie. Et cette harmonie, dit Tolkien, vous la retrouvez chez partout. Lui, c'est un chrétien, un catholique convaincu qui lit la Bible en disant que c'est la parole de Dieu, mais quand il lit les contes nordiques, il dit j'y trouve aussi une vérité profonde, quelque chose de vrai, quelque chose qui me parle aussi à moi et qui me dit également quelque chose. Alors, pour dire aujourd'hui, mais est-ce que finalement aujourd'hui c'est pas un peu vain, et je termine là-dessus, est-ce que c'est pas un peu vain aujourd'hui? Et justement, je dis aujourd'hui non, on est plutôt à la Michel Foucault, on est plutôt à tout ça, à des théories qui sont plutôt dans l'ordre de l'éclatement de l'homme, plutôt que de la réunifier sous une même expérience. Est-ce que finalement c'est pas un peu perdu? Non,
Tolkien n'est pas un fataliste, parce que alors, même si Tolkien a un jugement très péjoratif sur notre époque, hein, quand il parle de notre époque, il l'appelle le Mordor, ça vous donne à peu près l'idée. Mais rappelez-vous, hein, le soleil au Mordor, il n'est pas détruit, il est au-dessus des nuages. Donc, et d'une certaine façon, donc, il est toujours là. Et il y a toujours, on peut toujours aller relire des textes, on peut toujours aller discuter avec des gens, on peut toujours aller voir le monde qui nous entoure, parce que ce qu'on a essayé de trouver, il est toujours là. Donc il ne tient qu'à nous, de certaine façon, d'essayer de réavoir cette façon de regarder le monde, cette façon de se comporter avec le monde et avec les gens qui nous entourent, pour essayer de retrouver, pour essayer de reprendre cette recherche que l'humanité essaie de faire depuis des milliers d'années. Je vous remercie.